y a 2 ans, on avait été à La Roche-sur-Yon. De quel numérique l'humanité a-t-elle besoin? L'an dernier, on était à Marseille. De quelle écologie l'humanité a-t-elle besoin? Et aujourd'hui, on a finalement traité de quel débat l'humanité a-t-elle besoin? On a bien vu, même si les conflits sont nécessaires et féconds, qu'on peut les traverser, que le débat, ce n'est pas toujours un bras de fer, ce n'est pas toujours un combat. Et au fond, le débat, c'est une rencontre qui, justement, opère notre transformation personnelle. C'est par des rencontres et par des débats que s'opère notre transformation. Je vous ai proposé 4 critères. Premier critère, reconnaître le mystère de la personne. La personne humaine ne peut pas se résoudre à des équations. Je ne sais pas même moi-même ce que je suis, qui je suis, ce que je pense. Je ne cesse de le découvrir dans des interactions. Mes réactions émotionnelles me surprennent moi-même autant qu'elles peuvent surprendre ou choquer mon environnement. Et donc dans nos échanges, eh bien, il y a aussi une révélation, s'ils sont bienveillants en profondeur, sur ce qui m'habite au plus profond, au-delà de la superficialité de mes réactions. Énigme à mes propres yeux, et du coup aussi curieux de l'autre. Je suis curieux de toi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et dans nos échanges, eh bien, on n'a pas d'avance, non seulement ce que je pense, parce que peut-être que j'ai à faire avancer ma pensée, à l'affiner grâce à l'autre, mais également qu'est-ce que pense l'autre, où est-ce qu'il en est? D'autant plus que mes émotions du moment font qu'aujourd'hui, je réagis d'une manière peut-être différente de ce que je pourrais faire demain. Et donc l'enjeu de ces débats, c'est quand même d'abord de se désencombrer de soi. On a eu au tout début s'oublier soi-même, se désencombrer de soi-même. Un moi encombré n'est pas libre. Il est bloqué par des présupposés, des conditionnements, des émotions. En fait, très largement, le petit enfant blessé, maltraité, abîmé, que nous sommes tous plus ou moins, et qui fait que nous réagissons parfois de manière aliénée. Donc le désencombrement de soi, c'est une libération. Et c'est permis par les autres. Je ne peux me connaître que dans le regard des autres. Et c'est peut-être la première chose que je voulais partager avec vous. Parce que pour bien des sujets, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je partage tout de suite peut-être une courbe qui m'a beaucoup amusé. Vous l'avez peut-être vu, la courbe de Dunning-Kruger. Elle était particulièrement d'actualité au moment de la pandémie, qui nous a fait nous étriper réciproquement au sein des familles, des couples, des structures, des associations. Cette courbe de sociologue américain a estimé que lorsqu'un sujet vient nous perturber, très vite, être humain, je me réfugie dans une conviction très forte, marquée par une incompétence absolue, notoire, dans ce qu'ils appellent la montagne de la stupidité. 0 compétence, une conviction affirmée. Je choisis mon camp. C'est comme ça que je me sécurise. Après, je travaille le sujet. Je grandis en compétences et je descends au fond de la vallée de l'humilité. Je ne sais plus quoi penser du sujet. Tellement c'est plus complexe que ce que j'imaginais quand je me réfugiais dans mes certitudes. Et je travaille encore, je discute, je débat, je travaille, et j'arrive dans ce qu'on appelle le plateau de la consolidation, où j'ai des convictions cette fois étayées, mais jamais aussi affirmées que quand j'étais dans la montagne de la stupidité. Je pense que c'est ce que le débat peut nous permettre. Voilà le mystère de la personne et qui, au fond, bien souvent ne sait pas. Ensuite, consentir à l'exigence de l'écoute. Et au fond, on a pu comprendre aujourd'hui que l'écoute, c'est un vrai sport difficile, nécessitant une formation, de la préparation, de l'entraînement. Donc, j'ai besoin de cette confrontation pour penser. Notre individualisme nous fait croire qu'on se fait tout seul. En fait, non, on ressemble pas mal aux bancs de poissons. Vous savez, les bancs de poissons qui, pour échapper aux prédateurs, font des mouvements instinctifs qui les sécurisent. Et nous aussi, nous avons des courants de pensée. Nous aussi, nous avons des modes. Brusquement, tout le monde s'habille en mouton ou s'habille, c'est pas une critique, c'est moins le cas là, je vois, mais ça, ou alors en guépard et tout ça. Parce que l'être humain, en fait, pense avec les autres, par les autres, au travers des autres. Dans tous les domaines, il y a des mouvements de pensée qui sont des magnifiques moyens de piétiner cet individualisme, même si parfois il faut oser être à contre-courant, parce que ce n'est pas parce qu'une immense majorité pense quelque chose que pour autant c'est juste. Mais voilà, accepter que nous évoluons les uns par rapport aux autres. Je dirais aussi, nous ressemblons plus à des arbres que des machines. Et les arbres, de plus en plus, on s'aperçoit qu'ils ont des interactions les uns avec les autres. Ils interagissent avec des écosystèmes très complexes, par leurs racines, par les champignons, etc. Et nous sommes de même, nous qui nous enracinons en marchant, nous sommes des êtres vivants. Et donc nous avons besoin d'écosystèmes humains, enfin d'écosystèmes complets, humains et non humains, pour pouvoir vraiment nous déployer et étendre notre ramure à mesure que nos racines vont dans la profondeur de l'écosystème. Donc l'exigence de l'écoute, voilà, un gros travail pour tous.
Ensuite, se laisser bouger, accepter d'avoir l'humilité de reconnaître que les autres me font bouger, hein, et le dire. Pas seulement se laisser bouger discrètement et ne le dire à personne parce qu'on n'a pas envie d'être influencé par d'autres, mais oser dire que ta prise de position dans ce domaine a pu me faire bouger. Et parfois ça peut être une émotion qui nous fait bouger. Donc, pour ceux qui ont des convictions solides et étayées, le débat contradictoire renforce ces convictions, lorsqu'elles sont solides et étayées. Et donc, on peut remercier les adversaires de débat de venir nous secouer sur ces convictions quand elles viennent vraiment à cœur, qu'elles sont étayées, qu'elles sont passées de la tête aux entrailles, elles sont indéracinables. Et par contre, le fait d'être secoué sur ces convictions, ça va nous aider à les solidifier dans une plus grande profondeur. Donc, il ne faut pas avoir peur, bien sûr, de débattre, y compris quand c'est des sujets qui nous semblent douloureux, difficiles. Et puis, quatrième critère, garder le silence. Bernanos s'étonnait, paraît-il, de cette formule « garder le silence », qui dit c'est le silence qui nous garde. Et on a évoqué à plusieurs reprises cette importance du fort intérieur, hein, le fait de se poser à l'abri, de prendre un temps d'introspection et de dire, voilà, moi par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, revenir en soi, habiter sa maison intérieure, en quoi suis-je personnellement impliqué, transformé? Et c'est uniquement dans ce fort intérieur que peuvent se forger les grandes et importantes décisions. C'est uniquement dans ce fort intérieur que peut s'exprimer une vraie liberté. Et cette liberté, finalement, consiste, une fois qu'on s'est désencombré, à s'obéir. S'obéir en conscience, à soi-même. La vraie liberté, c'est finalement d'être obéissant à sa conscience profonde, qui nécessite bien sûr de pouvoir y accéder. Et j'ai aimé qu'on dise à plusieurs reprises que le temps est très important. Il y a un temps peut-être de maturation qui n'est pas encore celui de la décision. Puis un jour vient ce temps de la décision. Mais il faut donc s'offrir ces temps à l'écart, ces temps de silence. On a eu un webinaire récemment avec Anne de Pomereux sur le concept de résonance qu'elle a explicité à partir des travaux de Rosa, un sociologue allemand. Et Anne de Pomereux explique qu'il y a des moments à goûter, à saisir, qu'on ne peut pas programmer, où il se passe quelque chose. Elle parle du crépitement de la classe avec le professeur qui fait qu'à ce moment-là, on goûte quelque chose qui est transformant. Voilà, je pense que vous avez peut-être, j'espère, vécu ce type de moment. Et c'est peut-être cette disponibilité au changement que le débat peut nous permettre. Lorsqu'à un moment donné, la prise de parole de quelqu'un, un silence, simplement une réaction corporelle, ou, voilà, nous génère en nous une transformation qu'on ressent. Et vous avez aussi remarqué à quel point, pour qu'advienne cette chance d'une transformation, il faut des règles de fonctionnement qui sont parfois très exigeantes et très précises. Et donc j'ai envie de tous nous encourager, en famille, dans nos associations, dans un dîner qui vous paraîtrait sinon peut-être superficiel, de suggérer des règles de fonctionnement. Chacun parle à son tour sans s'interrompre. On traite de tel ou tel sujet. Est-ce que vous seriez d'accord pour que chacun, à son tour, raconte une découverte qu'il a faite dans l'année qui a précédé? J'ai testé cela à quelques reprises dans des groupes que je ne connaissais pas et j'ai été vraiment stupéfait de voir la richesse de ce qui sortait d'un groupe qui, sinon, aurait piétiné dans une sorte de... voilà, en se renvoyant la balle sur des choses qui auraient pu être extrêmement superficielles. Et donc, il n'y a pas de règle absolue, mais se donner des règles, c'est un moyen essentiel pour pouvoir avoir des débats qui soient vraiment féconds. Je voudrais juste souligner les 8 critères d'écologie humaine. Je vais les présenter à ma façon, comme ça, spontanément, mais petit à petit, en suivant le courant, vous allez les saisir en profondeur. Premier critère, le respect de la personne et de sa dignité. De toute la personne dans toutes ses dimensions et de toutes les personnes sans en exclure aucune. Voilà. Personne digne et capable aussi de prendre des initiatives, hein, pas une personne seulement passive. Voilà. Le respect de la personne. Deuxième critère, la réponse aux besoins de cette personne, qui peuvent être des besoins aussi bien primaires, hein, se vêtir, se loger, et des besoins qui peuvent être jusqu'aux besoins culturels, spirituels, bref, il y a toute la panoplie des besoins. Et quand on agit, il faut faire attention, est-ce qu'on respecte vraiment les besoins des personnes? Et est-ce qu'elles peuvent aussi y contribuer à la réponse à leurs besoins, pas d'une manière seulement passive? Le troisième critère, est-ce que ces personnes peuvent agir au sein de communautés de confiance?
puisque nous ne sommes pas des individus isolés, mais des personnes interdépendantes, citoyens d'un quartier, d'une ville, membres d'une famille, d'un groupe, d'une association. Eh bien, nous avons besoin, pour vivre, de communautés de confiance, une ou plusieurs, et est-ce qu'on peut y agir, y interagir dans ces communautés de confiance. Quatrième critère, est-ce que nous sommes enracinés dans un ou plusieurs territoires, avec des interactions avec l'ensemble de ce qui se vit dans le territoire, au point de vue à la fois culturel, naturel, biologique, etc. L'être humain a besoin de s'enraciner. C'était un des besoins les plus méconnus de l'âme humaine, disait le philosophe Simone Weil. Critère suivant, qui est logique par rapport au précédent, est-ce que nous contribuons à protéger les écosystèmes culturels et naturels? Quand on regarde ce qui nous entoure, on a du culturel et du naturel qui sont enchevêtrés, c'est le lot de l'humanité. Et est-ce que nous pouvons contribuer à la préservation de ces écosystèmes, à proximité ou plus loin, ne serait-ce que pour avoir la dignité et l'honneur, la joie de pouvoir les transmettre aux générations suivantes? Le critère suivant, je ne peux pas agir librement si je n'ai pas une information fiable. Et le critère suivant, c'est est-ce que chacun a à disposition des informations plurielles, multiples, peut-être contradictoires, mais au moins fiables, qui lui permettent de choisir, d'agir librement. Et c'est absolument essentiel, parce que si j'ai une information biaisée, si je suis gavé aux fake news, je vais prendre des options, des décisions qui seront absolument contraires à ma liberté, bien que j'imagine, je crois, agir librement. Avant-dernier critère, il s'agit du soutien des institutions publiques. Est-ce que ces institutions publiques me soutiennent dans mes initiatives, dans ce que je fais? Est-ce que je me sens porté au niveau local, national, peut-être international? Et est-ce que par ailleurs je peux y participer? Est-ce que je peux avoir une influence sur elles? Pas seulement juste à être gouverné par une carotte ou un bâton fiscaux. Hein, c'est pas comme ça que l'être humain s'épanouit. Il s'épanouit quand il prend des décisions contribuant au bien commun et en lien bien sûr avec ces institutions indispensables parce qu'on vit en société. Et puis enfin le dernier critère, le 8e, c'est l'accès au sens et à la transcendance. L'être humain, je paraphrase Viktor Frankl, a besoin de donner un sens à sa vie. Il a besoin de lui donner un sens et à donner un sens aux événements qu'il traverse. Ce sens, c'est parce que c'est un être spirituel, il est porté vers plus grand que lui, donc ça inclut la dimension de la transcendance, pour certains, la dimension religieuse, qui doit bien sûr pouvoir être respectée. Et là, on rejoint la personne et son respect, et puis les 8 autres critères, oui, ça tourne comme ça, et ça résonne les uns par rapport aux autres. Enfin, nous pensons que ces critères sont pratiquement incontestables, et par contre, dire si je les respecte moi, je vous dirais non, il y a bien de ces critères que j'ai du mal à respecter, parce que chercher la cohérence dans nos actions, en toute chose, c'est assez difficile de respecter pleinement ces 8 critères. C'est ce chemin qui nous intéresse. Il y a le but, puis il y a le chemin pour progressivement opérer une transformation d'écologie humaine, on peut dire, qui consiste à respecter pleinement toutes les personnes, et bien sûr dans les écosystèmes indispensables, y compris dans la gratuité de ces écosystèmes, hein, parce qu'une fleur n'est pas seulement utile parce qu'elle fait un médicament, ou même parce qu'on la met dans un vase, pourquoi pas, elle est utile en elle-même, c'est une fleur. Voilà. C'est un autre vivant. Lancer des débats. Et lancer un débat, c'est pas juste pour le plaisir de débattre intellectuellement. Je faisais ça avec mon petit frère quand j'étais dans notre chambre, on se choisissait un thème, cuisine à l'huile ou cuisine au beurre, et on débattait. Mais quand finalement un entraînait l'adhésion de l'autre, l'autre changeait d'avis en général, parce qu'on aimait cette confrontation. On a débattu sur plein de sujets comme ça, mais c'est quand même un peu stérile. L'enjeu, c'est de se laisser transformer. Et donc, le petit plus peut-être qu'on essaye d'apporter, nous, c'est qu'au-delà de ces débats, nous soyons acteurs des changements pour nous-mêmes individuellement, avec d'autres, et pourquoi pas au plan métapolitique, ceux qui sont appelés à faire de la politique, ici ou là, sont appelés avec d'autres à transformer la société, et ça passe bien sûr par le débat. Un débat donc qui nous défossilise de cette tendance que nous avons à compter les points en déplorant tout ce qui se passe, écrasé par les nouvelles géostratégiques, géopolitiques, les pandémies ou autre chose. Donc vraiment, dépassons le fait d'endurer pour agir. Et l'expérience que j'ai, qui essaie d'agir quand même, c'est que je me sens souvent écrasé par plein de choses, mais quand j'ai agi à ma petite mesure, je me couche sur mes 2 oreilles, je me dis, je l'ai fait. Voilà, c'est fait. Le résultat ne nous appartient pas, mais engageons ces débats.